Bonjour, eh bien, je suis en vacances, je reviens de mes 10 kilomètres journaliers dans la nature avec les oiseaux, le bruit de l'eau, le vent, le soleil, etc., etc. Et j'ai reçu un message d'une consultante. Je regarde toujours les messages pendant les vacances, je ne réponds jamais. Le temps des vacances est crucial pour moi. Le téléphone est éteint, sauf pour faire la vidéo, bien sûr. En tout cas, d'un point de vue professionnel, la ligne professionnelle est éteinte puisque j'ai 2 cartes SIM. Fermons la parenthèse. J'ai donc, pendant ces 10 kilomètres, pensé à ce que j'allais pouvoir vous dire sur le thème qui m'était abordé par une jeune consultante. Un thème qui est important, qui peut diviser, qui est surtout très présent. Donc, je vais essayer d'être de nouveau scientifique, précise. Je suis allée chercher les chiffres officiels. Je vais vous raconter un petit peu tout ce que je sais pour vous aider sur la prise en charge du papillomavirus. Le papillomavirus, qu'on ait envie ou pas de l'entendre, c'est une IST. Alors, à mon époque, on appelait ça une MST, c'était plus facile. C'est une IST, donc une infection sexuellement transmissible. Mais une infection sexuellement transmissible un petit peu particulière, et c'est ce que je vais essayer de vous prodiguer comme information. Je voudrais que vous ne fassiez pas d'amalgame. Donc, le HPV, c'est une IST, Human Papillomavirus. Voilà pourquoi on dit HPV. On dit que c'est une IST parce que ça se transmet principalement lors des contacts sexuels. Il n'y a pas besoin d'avoir de pénétration. Et ça peut se transmettre aussi par le contact de peau à peau ou de muqueuse. En gros, ça veut dire que si vous jouez à touche pipi, comme disait mon grand-père, eh bien, vous pouvez attraper le papillomavirus. Ça, c'est la première chose. Et vous pouvez l'attraper que le rapport soit vaginal, anal, oral, et on va en parler, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et, comme je vous le disais, simplement, entre guillemets, le touche pipi, ce qu'on peut, de manière un peu plus scientifique, appeler frottement intime. Qu'est-ce qui va le rendre, en fait, ce HPV différent des autres IST? Un, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, et vous verrez que dans la vidéo, plusieurs fois, je vais vous parler de chiffres. 80% des personnes qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle sexuellement actives, c'est pour ça qu'on donne pas d'âge, parce que finalement, il n'y a pas d'âge, surtout aujourd'hui, seront exposées à ce HPV. Souvent, on n'a aucun symptôme. On le découvre comme ça. La majorité des personnes ne sauront jamais qu'elles ont eu un HPV. Ça, c'est déjà, je trouve, important à entendre dans le sens où habituellement, quand on fait une IST, on a des signes. Okay. Là, on peut très bien passer une vie sexuelle normale sans savoir qu'on a eu le papillomavirus. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque une IST de la vie sexuelle normale. Attention, on va bien sûr mettre des nuances. Alors, cette infection sexuellement transmissible, on parle bien d'infection, vous vous souvenez, infection parce que c'est un agent étranger qui rentre et on est dans le virus, et je vais vous expliquer un petit peu cette histoire de virus. Donc cette IST, elle est transitoire dans 90% des cas. Ça, c'est un chiffre qui est important à entendre, que je vous redirai, parce que dans la première ou la deuxième année où on s'est rendu compte que vous aviez l'HPV, eh ben, votre système immunitaire va faire le boulot et le virus va être éliminé par votre système immunitaire. Donc, en fait, le problème de l'HPV, c'est pas le virus en lui-même, c'est la persistance. Et vous allez voir que je vais essayer aussi de vous expliquer ça avec plein d'autres mots. En tout cas, ce que je veux que vous entendiez déjà, notamment je pense à ma petite jeune fille qui m'a contactée pour cette question-là, savoir si je prenais en charge les personnes qui avaient un HPV. Il faut savoir que c'est pas ce qu'on appelle, entre guillemets, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas une IST qui est liée, ce qu'on appelle, à une notion de faute. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas une infidélité qui fait que tout à coup vous vous retrouvez avec l'HPV. Elle peut être contactée des années auparavant. Il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel et tout à coup ils ont un HPV qui sort. Ça peut venir d'un rapport sexuel une fois ou d'une relation stable que vous avez avec quelqu'un depuis X années.
Tout simplement parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui réellement de dater la contamination. On ne sait pas finalement quand est-ce qu'on l'a attrapé. Donc ça vaut pas la peine d'aller taper sur la tête de votre conjoint, que ce soit celui du moment ou celui d'avant. Hein. On n'est pas dans un trouble de je t'ai trompé, entre guillemets. Hein. Donc ça, c'est important à entendre. Vous n'allez pas commencer parce que vous avez un HPV positif au frottis que vous allez vous flageller. Comme je dis, j'aime pas que mes consultants se flagellent. Voilà. Donc, c'est pas une IST sale, c'est pas un synonyme d'infidélité et ce n'est pas automatiquement grave. Ça, je veux que ça rentre dans votre cerveau. Oui, le HPV, c'est une IST, mais c'est surtout une infection virale, banale. Vous avez entendu le chiffre? 80%. Et ça va devenir, entre guillemets, ça peut devenir problématique uniquement si votre terrain immunitaire ne fait plus son travail, puisque votre système immunitaire est censé, entre guillemets, virer, si je peux me permettre de faire le jeu de mots, les virus. Est-ce que le préservatif protège à 100%? Alors, le préservatif va vous protéger à partir du moment où vous serez en contact, il va réduire le risque. Mais est-ce qu'il va protéger à 100%? Ça, c'est pareil. On ne trouve aucun chiffre qui dit que le préservatif protège à 100%. Parce qu'il va protéger la zone couverte, donc le sexe de l'homme. Maintenant, est-ce qu'il en a dans la bouche pendant qu'il s'occupe de vous? Ça, c'est une autre histoire. Et on ne met pas de préservatif pour faire ça. Donc, en gros, oui, c'est une IST, oui, c'est courant. Oui, le plus souvent, c'est bénin. Le dépistage et l'immunité vont faire toute la différence et on va un peu essayer de développer tout ça. Donc, comme je vous le disais, on dédramatise. Mon intention, c'est certainement pas de banaliser l'HPV, mais vraiment de vous rassurer et de poser un cadre scientifique. Donc, c'est très, très fréquent. Ça, c'est à entendre et je vais vous redonner des chiffres. Et la majorité des infections guérissent spontanément. De nouveau, je vous le redis, c'est important, je veux que vous l'enregistriez. Le problème, c'est pas le virus, le problème, c'est la persistance du virus. Donc, si vous aurez, je sais pas si c'est très français ça, un HPV dans votre vie, c'est, entre guillemets, normal. Le corps humain sait très bien s'en débarrasser, à condition qu'on lui donne les moyens de s'en débarrasser. Les études, parce que vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit que les vidéos que je fais, je les prépare, donc les études montrent que 8 personnes sur 10, c'est ce que je vous disais, 80%, mais j'essaye de vous le donner d'une manière un petit peu différente, seront exposées au HPV pendant votre vie. Okay. Dans la grande majorité des cas, entre 85 et 90%, le système immunitaire va éliminer, je fais ça parce que j'ai des trucs sur les lunettes, le système immunitaire va éliminer le virus. Okay. Et en général, il l'élimine dans les 1 ou 2 ans parce que c'est un virus et que vous savez que le virus, on en a déjà parlé pendant la grippe, etc., etc., le virus, il lui faut du temps, mais il va rentrer dans la cellule. Et une fois qu'il est dans la cellule, il est plus difficilement détectable par notre système immunitaire. Vous savez, celui qu'on appelle adaptatif, donc les stratèges. Vous vous souvenez, le GIGN, etc., etc. Et donc, il faut un certain temps pour réussir à enlever ce virus. Ok ? Et comme je vous le disais, c'est parce que l'infection va être persistante, qu'on peut avoir des risques que ça se transforme en cancer. Parce que quand on parle papillomavirus, quand on parle HPV, la première chose auquel on pense, c'est le cancer de l'utérus. Mais je vais essayer d'être un poil scientifique et de vous expliquer ce que c'est que ce fameux papillomavirus. En tout cas, les personnes qui vont faire un cancer sur un HPV, et on va voir qu'il y a plusieurs endroits où on peut faire un cancer, ce sont vraiment un nombre ultra minoritaire, c'est-à-dire entre 10 et 15%. Okay. Donc, le HPV fait partie de la grande famille des virus, des verrues.
des condylomes. Ok? C'est un virus qu'on appelle à ADN, c'est-à-dire qu'il va venir, entre guillemets, se mettre sur notre ADN à nous. Il y a à peu près 200 génotypes de HPV. Donc, vous voyez, cette famille, elle est énorme. La transmission, elle est sexuelle, bien sûr, c'est le papillomavirus, mais elle est aussi cutanée. Pensez aux verrues. Si on veut prendre un exemple que j'aime beaucoup, c'est on est 150 personnes à aller à la piscine, il y en a 10 qui vont ressortir avec des verrues. Ok? Et pourquoi elles ressortent avec des verrues? Parce qu'elles ont un système immunitaire qui va pas, entre guillemets, gérer ça correctement. Et vous vous souvenez que le système immunitaire, on vient il y a quelques secondes de parler d'adaptatif, mais le système immunitaire inné, dont la peau fait partie, très important, parce que vous pouvez être en contact avec une verrue et finalement pas la choper. Okay. Et l'HPV, c'est pareil. Donc, famille de virus à ADN, 200 génotypes, transmission sexuelle et cutanée, dans cette grosse famille de HPV. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que en fait, on peut avoir une incubation qui est très longue et très souvent asymptomatique. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est pas forcément, entre guillemets, votre copain ou votre copine actuelle qui vient de vous le refiler. Parce que ça se trouve, vous l'avez depuis très longtemps. C'est un peu comme les découvertes que je fais chez mes consultants quand je leur demande de faire des sérologies d'Epstein-Barr. En fait, ils ont eu la mononucléose infectieuse et ils se souviennent même pas de l'avoir eu, tellement c'était il y a longtemps. Le HPV fait partie des virus qu'on a du mal à détecter, comme beaucoup de virus, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, dans ce HPV, dans ce Human Papillomavirus, on va avoir, on va dire, deux grands groupes. Le premier gros groupe, c'est le HPV qu'on appelle à bas risque. Donc, si vous avez fait un frottis et qu'on vous a dit que vous étiez positif, vous pouvez le sortir et aller le chercher. Quand vous avez un HPV qui est entre le chiffre 6 et le chiffre 11, c'est écrit sur votre frottis dans l'anapathe, vous avez ce qu'on appelle les verrues génitales. Aucun risque. Okay. On appelle ça aussi des condylomes. En tout cas, chez l'homme, ça se voit plutôt de cette manière-là au niveau du globe. Là où on va avoir un risque oncogène, c'est-à-dire un risque peut-être, attention, on parle de risque, de probabilité que ça se transforme en cancer, ça va être les HPV 16, 18, 31, 33 et 45. Okay. Je vous rappelle que 90% des virus s'éliminent dans les 2 ans. Okay, et que c'est l'infection persistante qui peut être un risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, comme cancer lié à ce papillomavirus? Le col de l'utérus. Ça, celui-là, vous le connaissez bien, ok? Et quasiment 100% des cancers du col sont liés à l'HPV. Okay. On peut faire un cancer au niveau de l'anus. On peut faire un cancer ORL. Il y en a de plus en plus de cancers ORL au niveau du papillomavirus. Donc, gorge et amygdale, base de langue aussi. Quand je travaillais en bloc ORL, on en faisait de plus en plus. Évidemment, le pénis ou la vulve. Et là, on va retrouver justement des condylomes. De nouveau, je vous le redis et je vous le dis très régulièrement dans cette vidéo, le HPV ne provoque pas automatiquement un cancer. Ok ? Je veux que vous entendiez ça, parce que vous allez voir que les facteurs favorisants, notamment, il y a le stress. Okay. Donc, le HPV, il risque de devenir un cancer si il persiste, okay, donc il dépasse les 2 ans, si vous avez une immunité affaiblie, s'il y a des facteurs aggravants, et on va voir quels sont les facteurs aggravants. Les facteurs aggravants, les facteurs qui font même que votre système immunitaire n'est pas au taquet, qui risque d'y avoir persistance de ce virus dans votre corps, c'est évidemment le tabac, le stress chronique, j'espère que vous entendez bien, les carences nutritionnelles, et on fera d'ailleurs une vidéo sur l'explication des carences nutritionnelles très bientôt, la prochaine, ce sera sur Parkinson. Le déséquilibre du microbiote, puisque notre microbiote, c'est 85% de notre système immunitaire. Et puis, on sait aujourd'hui, même si je ne veux pas diaboliser ça, puisque ça nous rend bien service aux femmes, que la contraception hormonale sur un temps prolongé,
ça peut être un facteur de persistance ou en tout cas d'aggravation. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général, nous les femmes? On va faire un frottis. Si on va être très précis, un frottis du col utérin, donc ça s'appelle cervico-utérin, cervical, hein, le col, le corps, le cou, pardon. On peut faire un test HPV aujourd'hui, c'est encore pas très développé, mais on peut faire un test HPV. En tout cas, l'idée, c'est de se dire, il faut que je fasse un suivi régulier. Et le suivi régulier, pour moi, c'est vraiment l'arme numéro 1. C'est quelque chose qui vous prend, entre guillemets, 5 minutes. Vous allez chez votre sage-femme. Elle est très douce, elle fait ça très bien. Bon, si vous avez un super gynéco, bien sûr, vous allez voir le gynéco. Mais c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le gynéco et de prendre rendez-vous chez le gynéco pour juste un frottis. Voilà. Bon. Donc, en tout cas, moi, j'aime beaucoup sage-femme. Et puis, en fonction de vos antécédents, eh ben, ça va être ou tous les 2 ans ou tous les ans. Quand on va découvrir, entre guillemets, un HPV, on va peut-être vous dire, bah tiens, on va revenir dans 6 mois pour voir si le système immunitaire a déjà fait son travail. En tout cas, ça va vraiment être de l'ultra-personnalisation. En général, c'est tous les 2 ans. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez commencé votre vie sexuelle, et je vous rappelle que la vie sexuelle, elle ne commence pas que par la pénétration, n'est-ce pas? On va vous faire un cours d'activité sexuelle maintenant. Je vous conseille de commencer à faire le dépistage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre prise en charge? Eh bien, on a le fameux vaccin. Un vaccin qui est un vaccin préventif, ok? Vous savez que le vaccin, ce n'est pas là pour vous guérir, quel que soit le vaccin. D'ailleurs, on ne parlera pas de ceux qu'on nous a imposés. En tout cas, on n'est pas dans le thérapeutique, on est dans le préventif, ok? Et ce vaccin va pouvoir... ça, c'est des choses qui sont un peu moins connues, va pouvoir en fait cibler certains génotypes. Et c'est là où il va être intéressant. Et j'ai même envie de dire que la vaccination, elle a un intérêt encore plus important avant l'exposition au rapport sexuel. Pour ce qui concerne l'adulte, faire une vaccination, alors que peut-être vous l'avez déjà, là c'est vous qui voyez, je ne vais pas me prononcer sur l'intérêt de la vaccination. En tout cas, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le vaccin, c'est pas le dépistage, ok? On n'est pas du tout la même chose. Pas du tout, pas du tout. Alors, on va parler du système immunitaire, évidemment. Le HPV, j'espère que vous l'avez compris, mais je vous le redis, c'est pas une fatalité, entre guillemets, virologique. C'est plutôt, j'ai envie de dire, un test de votre robustesse immunitaire, ok? Ça va nous permettre de voir si notre système immunitaire, il marche ou pas. Pourquoi, à un certain moment, vous faites un herpès ici, par exemple? Pourquoi, à un moment, vous faites un herpès génital? Pourquoi, à un moment, vous faites, je sais pas, une gastro-entérite, une grippe? Alors qu'à d'autres moments, vous le faites pas. Eh ben, c'est parce que votre immunité est impliquée justement dans cette gestion, entre guillemets, des virus. Et notamment, je vous ai parlé de l'immunité adaptative, des lymphocytes T. C'est une immunité qu'on appelle cellulaire. Si vous voulez en savoir plus sur le système immunitaire, petite publicité, il y a une vidéo, une formation qui coûte rien du tout, qui est très intéressante sur mon site internet. En tout cas, le système immunitaire, il est là par l'adaptatif, parce que c'est une immunité cellulaire, hein, je vous ai dit que le virus rentrait dans la cellule, donc on est sur les lymphocytes T, par les muqueuses, puisque ça peut se transmettre par le frottement, et puis évidemment le microbiote, les microbiotes, j'ai envie de dire, celui de la peau, celui du vagin, celui de vos intestins, bien sûr. Et vous le savez, qu'est-ce qui va affaiblir, diminuer votre système immunitaire? Le stress. En premier, le stress. C'est la première chose qui sort quand on fait les recherches. Le cortisol va augmenter, ça va être immunodéficience, on va dire. Voilà. Évidemment, le sommeil insuffisant, puisque le corps se renouvelle, entre guillemets, se soigne, prend soin de lui la nuit. L'inflammation de bas grade, ça on en a parlé dans quasiment toutes mes vidéos aujourd'hui. Et puis l'inflammation pro-inflammatoire, mais vous voyez, quand on regarde l'ordre, qui vient en premier dans les chiffres, dans les études, c'est le stress chronique. Alors, maintenant vous avez un petit peu tous les chiffres, mais que je vous rappellerai, bien sûr, parce que c'est important.
J'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas faire une prise en charge seul, ok? Je vais vous donner des trucs et astuces, mais bien sûr qu'il va falloir personnaliser. Et notamment, il y a maintenant beaucoup de consultants dans mon cabinet qui ont plusieurs virus. Et donc, il va falloir travailler d'une manière différente. Est-ce que on a parlé des différentes sortes de HPV. Est-ce qu'on est sur un HPV oncogène ou pas? Est-ce qu'on a eu une vaccination derrière? Est-ce qu'on a d'autres virus? Quel est l'âge de la personne? Est-ce que cette personne, elle prend, entre guillemets, un traitement hormonal? Est-ce que cette personne, elle est stressée, etc. Est-ce qu'elle fume, etc., etc. Donc, en tout cas, la prise en charge naturelle, je vais essayer de vous la faire simple pour que déjà, vous puissiez mettre des choses en place dans l'idée de la prévention. Ce que je veux que vous entendiez, c'est que, en tout cas pour moi, vous le savez, mais en ce début d'année 2026, j'aime bien vous le rappeler. Oups, on n'est pas encore en 2026. C'est pour mettre de l'humour. Chez moi, c'est toujours complémentarité avec le médecin. Et dans ce cas-là, le suivi médical, c'est le gynéco. Bon, ça peut être votre médecin traitant, mais franchement, gynéco, sage-femme, on est quand même sur des gens qui sont formés à ces IST. Alors, d'un point de vue nutrition, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Si vous avez bien suivi la vidéo, vous allez comprendre qu'il faut soutenir l'immunité, qu'il faut réduire l'inflammation, qu'il faut favoriser l'élimination virale. Ok? Donc, pour ça, les légumes qui vont contenir du sulforaphane, c'est une matière première, entre guillemets, je peux pas vous dire une enzyme, en tout cas un ingrédient très intéressant qu'on va retrouver dans tous les légumes crucifères. Donc crucifères, c'est les brocolis, les choux, notamment le brocoli contient beaucoup de sulforaphane. Et là, de nouveau, on se dit oui, mais si j'ai un problème de thyroïde, eh ben on va éviter les sulforaphanes. Et donc on va faire différemment. Donc en général, les légumes crucifères. Ensuite, on va favoriser tout ce qui est antioxydant. Et notamment, on a des études aujourd'hui qui montrent l'importance des fruits qui sont riches en polyphénol. Donc les polyphénols, c'est tous les fruits qui vont être très rouges, très violets. Le polyphénol, en général, c'est plutôt l'OPC du raisin. Mais on a beaucoup de polyphénol dans les myrtilles, dans les baies d'aronia, etc., etc. Donc en tout cas, on va favoriser les fruits qui sont riches en polyphénol. On veut être anti-inflammatoire, je vous ai dit. Donc oméga 3 à fond, bien sûr. Et puis, on va réduire le sucre, l'alcool. Alors, évidemment que si vous fumez, on va diminuer le tabac, etc., etc. D'accord. D'un point de vue micronutrition. Donc là, on a des fondements scientifiques établis dans plusieurs publications médicales en micronutrition sur le HPV. Donc, la base du système immunitaire, pour moi, en micronutrition, c'est la vitamine D. La vitamine D, en plus, on sait, et on l'a vu d'ailleurs dans la CO machin, que toutes les personnes qui ont subi, voire qui sont malheureusement décédées du CO, sont des gens qui avaient des taux de vitamine D très bas. On sait que la vitamine D, elle est ultra importante pour la réplication virale. Si dans l'idée de l'immunité antivirale, c'est la vitamine D qui l'a fait. Ok. Le zinc va être intéressant. Alors là, attention de nouveau, si vous avez des antécédents de cancer, de maladies auto-immunes, etc., etc., on le rentrera plutôt dans l'alimentation. En tout cas, le zinc, il va être intéressant parce que c'est lui qui va inhiber la réplication virale. Donc, du zinc, de la vitamine D, plutôt fastoche, ok. Et puis, la vitamine D et le zinc, je vous parle pas en micronutrition, mais dans l'alimentation, on le retrouve quasiment dans les mêmes aliments. Mais pour ça, faut-il encore qu'on ait un estomac qui fasse bien son travail. Le sélénium, parce que le sélénium, il va permettre d'avoir un fonctionnement très intéressant au niveau de la thyroïde, mais surtout, c'est un antioxydant qui va aider le foie à faire son travail. Et il a une action, là aussi, sur la réplication virale au niveau de l'intérieur des cellules. Une vitamine que moi j'aime beaucoup, qui est très importante, la vitamine B9, qu'on appelle aussi les folates ou l'acide folique. Là, pareil, on a des liens forts qui sont établis avec la clairance de l'HPV. Et puis la vitamine C, puisque la vitamine C, c'est la base de, entre guillemets, l'immunité cellulaire, l'immunité virale. Quand on est, entre guillemets, quand on a un virus,
quel qu'il soit. On parlait de la gastro, je vous ai fait un truc sur la grippe, etc., etc. Ça sert à rien de prendre des antibiotiques, on est bien d'accord, on en a déjà reparlé. Par contre, prendre de la vitamine C pour lutter contre le virus, ça marche très bien. On part à 1 gramme minimum et puis on peut monter, voire presque jusqu'à 5 grammes par jour. Et donc, dans l'idée de la micronutrition, c'est quelque chose que je vais utiliser. Alors, on peut utiliser les plantes, ok, mais les plantes, je dis toujours prudence, notamment il y en a une que je vais vous citer qui a été démontrée aussi comme étant ayant un rôle très important sur l'immuno viral. Attention, on peut pas la prendre si on a des antécédents de cancer du sein, si on a une maladie auto-immune, etc., etc. Ok. Bon, on va commencer par le curcuma et la fameuse curcumine. Anti-inflammatoire, là où il va être intéressant le curcuma avec la curcumine, c'est en fait il va favoriser l'apoptose cellulaire. Donc si la cellule ou le virus est à l'intérieur meurt plus vite, eh ben il n'y aura pas de réplication virale. Donc ça c'est intéressant. Le fameux épigalato-catéchine galate, donc EGCG qu'on retrouve dans le thé vert, lui, il y a des données qui sont ultra intéressantes sur les lésions qui sont faites par l'HPV. Alors, boire du thé vert, ça sera déjà bien, mais ça suffira pas. Il faudra prendre quelque chose qui est très riche en épigalato-catéchine. Et puis, la plante dont je voulais vous parler, qui n'est absolument pas une plante miracle. Hein. Vous savez que chez moi, les plantes miracles, ça n'existe pas. C'est votre octo-guérison qui va faire que. On peut donner la même plante à tout le monde. C'est un peu comme l'histoire de la verrue dans la piscine. Hein. Et il y a des gens qui ne vont pas réagir du tout. Okay. En tout cas, l'astragale, elle va avoir un travail de fond sur le terrain, exactement comme l'épigalato-catéchine ou le curcumine. Elle va être intéressante parce qu'elle va gérer directement l'immunomodulation. Elle va travailler sur la réplication virale. Et puis, bien sûr qu'il faut qu'on travaille sur nos microbiotes, que ce soit le vagin ou l'intestin, et le microbiote de la peau aussi. On sait que le lactobacille, notamment le lactobacille gasseri, a un effet protecteur sur ce système, cette partie du système immunitaire. On sait que si on est en dysbiose, eh ben, on va permettre la persistance du virus. Et donc, on pourrait, si on le souhaitait, c'est pas ma manière de faire, proposer des probiotiques relativement spécifiques. Quelque chose qui va être important pour moi, évidemment, c'est la gestion du stress. Vous sous-estimez le stress. Je vous entends plusieurs fois par jour dans mon cabinet ne pas vous rendre compte ou me dire mais vous croyez vraiment que c'est avec des exercices de respiration ou des exercices de nerfs vagues spécifiques que je vous donne que vous allez pouvoir guérir? Eh bien oui. D'ailleurs, petite parenthèse, le livre sur le nerf vague va être là disponible d'ici quelques jours. Je ne sais plus quand est-ce que je programme cette vidéo. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur le site internet. Il y a un petit onglet livre. Fermons la parenthèse. Donc, en tout cas, on sait que le stress chronique, donc vous vous souvenez, le stress, c'est pas quelque chose qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qui est vital, qui est la survie. Par contre, quand il est chronique, qu'il est là en permanence à des taux au taquet, eh bien, on sait que c'est un immunosuppresseur ultra puissant. Okay. Donc, respiration, cohérence cardiaque, gestion du sommeil, marche dans la nature, créativité, méditation, tout ce que vous avez envie. Donc, si on reprend, l'HPV, ça ne veut pas dire qu'on vient d'avoir notre conjoint qui a été infidèle. Ok. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un cancer. Ça, je veux que vous l'entendiez. Le corps a une capacité d'auto-guérison que vous n'imaginez même pas. Maintenant, si vous êtes dans la peur, l'auto-guérison ne reviendra pas. Donc, il faut que vous repreniez votre pouvoir. Il faut redonner le pouvoir d'action à votre corps pour que l'on puisse naturellement gérer cette multiplication virale. Donc, virus fréquent, dépistage indispensable, terrain immunitaire déterminant, médecins et naturopathes ensemble. Donc, je vous encourage à vous faire dépister. Je vous encourage à prendre soin de votre terrain. Je vous encourage, bien sûr, évidemment, à faire une consultation personnalisée. Rappelez-vous que si vous avez un HPV, Human Papilloma Virus, ce n'est pas le virus le problème, c'est le terrain. Et le terrain, ça se travaille. Il y a des gens très intelligents, des grands médecins qui ont dit le terrain est tout. Le microbe n'est rien.
Et ça, c'est une vraie phrase. Ok, pas comme la phrase d'Hippocrate sur l'alimentation, parce que c'est jamais lui qui l'a dit. Donc, oui, on est sur une IST fréquente qui peut être asymptomatique et qui est très souvent transitoire. Est-ce que c'est grave d'avoir un HPV? Dans à peu près 85-90% des cas, non, c'est pas grave. Là où ça va être gênant, c'est si l'infection elle persiste. Donc d'où l'idée du suivi médical, d'où l'idée du travail sur le système immunitaire. Oui, on peut avoir un HPV sans symptômes. La majorité d'ailleurs des gens n'ont pas de signes, d'où l'idée du dépistage. Que c'est pas parce que mon HPV est positif que j'ai un cancer. Est-ce qu'il peut disparaître tout seul? Oui. Est-ce que je peux attraper un HPV si je suis dans une relation stable? Oui, bien sûr, parce que vous avez compris que le virus peut être latent. On ne peut pas dater le moment de la contamination. Est-ce que l'HPV, ça veut dire infidélité? Non, non, non et non. Est-ce que le préservatif, ça protège? Oui, mais pas à 100%. Est-ce que les hommes sont porteurs du HPV? Eh bien, en fait, c'est là où il y a un manque d'information, je trouve, en tout cas de la part de nos gynécos, etc. C'est qu'en fait, oui, les hommes peuvent avoir un HPV. Très souvent, pas de symptômes, ou alors condylome qu'on va aller brûler. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle les porteurs sains. Donc, ils vont l'avoir, ils vont le transmettre. Et eux, en général, ils font beaucoup moins de cancers, entre guillemets, que nous. Ils peuvent en faire, mais c'est très, 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 très rare. Est-ce qu'il existe un traitement pour éliminer le HPV? Il n'y a pas un traitement spécifique déjà allopathique, ça c'est sûr. Je vous l'ai dit, hein. Système immunitaire, ok? Est-ce que la vaccination, ça guérit le HPV? Non, je vous l'ai dit, c'est pas thérapeutique, c'est préventif. Ça ne remplace pas non plus le dépistage, puisque je vous ai dit que c'était que sur certains génotypes. Et bien sûr que les approches naturelles peuvent aider parce que vous allez travailler à renforcer votre immunité, vous allez réduire votre inflammation, on va améliorer le terrain, mais ça remplace pas le suivi gynéco. Ça, je veux vraiment que vous l'entendiez. Oui, le stress a un impact sur l'HPV, notamment le stress va permettre cette persistance virale. Est-ce qu'on peut vivre normalement avec un HPV? Bien sûr, sans problème. Ça vous empêche pas de vivre, ça vous empêche pas d'aimer, ça vous empêche pas de faire, entre guillemets, des projets d'avenir. Il n'y a aucun souci à ça. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo je voulais faire 30 minutes, mais bon, je dépasse un peu, c'est que le HPV, c'est fréquent. Le plus souvent, c'est bénin. Le corps a toutes les ressources nécessaires pour vous en débarrasser, à condition d'être accompagné intelligemment. Et la première personne qui vous accompagne, c'est vous-même. Ok, voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur, entre guillemets, le HPV. Pensez à bien lire votre résultat d'ANAPAT du frottis. Est-ce que c'est un 16-18, un 6-11, le 1-2-3 en général c'est des verrues. Le 6-11 c'est plutôt des condylomes. Le 16-18 c'est celui qui est un petit peu plus oncogène. Mais surtout lisez les lésions. ASC-US anomalie bénigne, ok. On fera entre guillemets un suivi normal. Après, on a CIN. On va avoir un 1 à côté. Donc ça veut dire dysplasie. Ça veut dire que en gros, c'est pas tout à fait comme d'habitude, mais très souvent, ça se résout facilement. Si on a un CIN 2 ou 3, là, on va faire un suivi rapproché, des biopsies rapprochées, et on peut plus ou moins faire une conisation. Et si maintenant c'est écrit cancer du col, carcinome entre guillemets, il peut y avoir une invasion locale. Donc ça veut dire que là, par contre, il va falloir faire une conisation. Donc on va aller au niveau du col, on va faire avec une anse, avec un laser en fonction du gynéco, et on vous enlève une partie du col. Et bien sûr, on fait le nécessaire pour que vous ayez pas mal, que ça saigne pas et puis que ça revienne pas, et on refait de l'ANAPAT sur ce qu'on vous a enlevé pour ce qu'on espère que les marges soient saines. Voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais vous dire sur le HPV. Je veux vraiment que vous entendiez que c'est une IST, c'est pas sale, c'est pas de l'infidélité, ça veut pas dire cancer, qu'on peut vivre naturellement,
que très souvent c'est bénin et que le mieux c'est de se faire accompagner de manière intelligente et surtout de manière personnalisée et que ça se trouve ça fait très longtemps que vous l'avez et que peut-être que dans 2 ans vous n'aurez plus rien. En tout cas, on réfléchit bien à bien faire son frottis de suivi. Voilà, à bientôt pour une grosse vidéo sur Parkinson parce que vous êtes de plus en plus nombreux dans mon cabinet, donc je veux absolument vous informer là-dessus. Et puis, j'ai déjà une liste relativement longue de vidéos et comme j'ai décidé, je vous l'annoncerai, je ne sais pas si vous avez déjà eu la vidéo, vous l'aurez bientôt, mais je vais diminuer de 10 heures mon temps semainier. Je ne travaillerai plus que 40 heures par semaine pour pouvoir justement être un petit peu plus disponible pour toutes les personnes qui n'ont pas ou qui ne se donnent pas les moyens de venir me voir. Voilà, j'espère que vous savez tout. Je reste disponible évidemment dans le chat en dessous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.